Vous écoutez Procrastination, saison 10, épisode 5, le Sensitivity Reading, partie 2. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Faye et Lionel Delous. Je sais qu'on déborde un peu, mais pour moi, c'est un sujet où il y a quand même vraiment des choses qu'il faut dire encore. Potentiellement polémique, mais justement, on est dans des sujets où je pense qu'il y a des choses quand même où il faut avoir des réflexions aujourd'hui, à fortiori dans le paysage actuel, et en discuter après. Et si il y a des discussions qui s'ouvrent après cet épisode, c'est cool. Petit 1. Un relecteur concerné, un sensitivity reader, c'est pas un totem d'immunité. C'est pour ça que quand il y a des listes à la fin des livres, ok, c'est bien, mais pour moi, c'est pas essentiel. C'est on fait bien notre boulot ou pas. Mais en tout cas, disons, les listes de gens à la fin des livres, ça peut aussi très vite être une façon, même inconsciente, de se protéger, de dire regardez, j'ai fait bien mon boulot. Et on va pas demander des bons points juste pour avoir fait correctement son travail. Pour moi, le monde, il marche pas comme ça. Donc si c'est pour remercier des gens qui nous ont aidés, très bien, parce que ça, on le fait tous, c'est tout. Mais attention à ce que ça ne devienne pas une sorte de c'est bon, j'ai ma liste de sensitivity reader, regardez, j'ai bien fait mon boulot, youpi, tout va bien, quoi. Et ça, il y a des éditeurs notamment qui sont tentés d'utiliser un peu les sensitivity readers pour ça, et c'est pas forcément ceux qui veulent faire mieux leur boulot. De toute manière aussi, on va se planter, on n'est pas parfait, et les réflexions, c'est toujours des réflexions in progress. Et c'est pas parce que quelqu'un est concerné par un sujet que petit 1, il est la seule voix. Parce que même entre gens concernés, on n'est pas forcément d'accord sur tout. C'est pas parce que quelqu'un est concerné sur un sujet qu'il est forcément progressiste. Le nombre de femmes qui sont misogynes, on le voit avec le mouvement Tradois, il fait tout, voilà quoi. Ça montre qu'être concerné, ça suffit pas. Et en même temps, c'est pas parce que les concernés sont pas tous d'accord sur un sujet que ceux qui sont pas concernés peuvent faire n'importe quoi, parce que par moment, c'est un argument qui est utilisé aussi, qui est ouais non mais regardez, après tout, je peux bien écrire mon bouquin super sexiste parce qu'il y a des femmes qui sont des tradwives, quoi. Donc c'est pas vous cherchez la femme qui est une tradwife et puis ça justifie votre bouquin misogyne parce qu'il y a bien une femme qui est concernée qui pense comme ça. Pareil. Là, c'est vraiment justement non pas chercher une personne concernée pour apprendre quelque chose, mais chercher la personne concernée qui va valider les préjugés que vous avez déjà. Et il faut faire attention aussi à ça, quoi, parce que même par moment, on peut avoir en toute bonne conscience ce genre de démarche-là. Et après, il y a une question quand même que pour moi, il faudra commencer à aborder dans notre milieu, c'est la question de la rémunération. Et je sais que pareil, c'est pas quelque chose qui fait unanimité parce que à la fois, je comprends dans un paysage où les éditeurs ont de fait beaucoup trop de pouvoir sur les auteurs, avoir des éditeurs parce que les seuls qui peuvent payer, c'est les éditeurs, avoir des éditeurs qui payent des relecteurs concernés, c'est quelque part ajouter encore une pression, un moyen de contrôle peut-être. Enfin, ça peut être vu comme ajouter un moyen de contrôle des éditeurs sur les auteurs, et surtout que c'est pas forcément les relecteurs que les auteurs auraient choisi eux-mêmes. Maintenant, je commence à voir arriver ces derniers temps des éditeurs qui, en toute bonne foi, demandent à des personnes concernées, qui ont fait un énorme boulot de réflexion sur des sujets qui les concernent, de venir relire gratuitement des bouquins à eux, limite en leur présentant ça comme une fleur qu'ils leur font, quoi. Et non, au bout d'un moment, je pense qu'un travail, une expertise, ça se paye. Il faut trouver comment, il faut trouver pourquoi. Mais moi, ça me fait mal de voir des éditeurs, même des éditeurs qui sont sincères dans leur démarche et tout, qui veulent mettre plus de diversité, mais qui voient pas le problème à venir demander à une personne qui a énormément bossé un sujet qui la concerne, viens relire mon bouquin écrit par un auteur ou une autrice qui connaît pas grand-chose, et en plus, tu vas faire ça gratos. Mais on te citera dans les remerciements. Ça, je pense que là, il y a une réflexion à mener qu'elle est un peu urgente. Voilà. Et le dernier truc aussi, c'est que avoir des sensitivity readers, avoir des relecteurs concernés ne doit absolument pas nous dispenser d'une réflexion beaucoup plus large sur qui fait le milieu de l'édition, qui a le droit de parler, qui choisit les auteurs, qui choisit les voix. Et, par exemple, aussi, certes au niveau déjà de la diversité des auteurs et des autrices, mais de la diversité aussi des directeurs de collection, par exemple. Et on peut avoir des collections qui sont super diverses, qui mettent à l'honneur des femmes, des queers, des racisés, tout ce qu'on veut, quand à la tête, il y a toujours des mecs blancs hétéros, cisgenres, qui choisissent les livres. Le boulot, il n'est pas entièrement fait. Et il ne faut pas que, les relecteuristes concernés, que les sensitivity readers permettent quelque part de cacher quand même la forêt de qui, encore une fois, qui déjà a le droit de parler dans le monde de l'édition française, qui a une voix en tant qu'autrice, en tant qu'auteur, mais aussi, mine de rien, qui choisit et qui a le pouvoir
en tant que directeur de collection, en tant qu'éditrice, en tant qu'éditeur. Et ça, c'est des questions qu'il faut se poser dès qu'on entre dans les questions de représentation et de diversité. Et mine de rien, les polémiques sur le sensitivity reading, c'est aussi super pratique pour éviter de se poser ces questions-là. Je pense que c'est des enjeux, dès qu'on commence à évoquer les enjeux de représentation, de diversité, etc., il n'y a pas juste le sensitivity reading, ça fait partie vraiment d'un ensemble où tout est interconnecté, tout est lié. Il faut aller jusqu'au bout. Mais après, c'est aussi qui se sent légitime à parler dans la culture telle qu'elle est mise en place en France. Et là aussi, pareil, il y a une réflexion évidemment donc à poursuivre. Il y a des gens à aller écouter aussi. Et c'est aller écouter les gens aussi. Voilà, sans préjugés, partout. Et pas juste aller écouter les sensitivity readers quand on a besoin pour un bouquin, quoi. Ça doit pas se limiter à ça. Je pense que derrière cette idée de toutes les polémiques qui est autour du sensitivity reading, il y a, je crois, Estelle Stock qui avait employé cette expression, je pense que c'est fait un peu partie de la polémique sous-jacente, qui est cette idée de totem d'immunité. C'est d'ailleurs l'idée qu'il y a derrière le déminage éditorial, c'est de la protection en fait. C'est pas le vrai fond de la question. Alors effectivement, comme tu dis, bon, si ça peut faire aider à évoluer les mentalités, on va pas cracher dessus. Mais derrière, il y a cette idée comme quoi on pourrait atteindre une espèce de perfection consensuelle. C'est pas possible avec l'art en fait, de manière générale. On ne peut qu'essayer de faire au maximum et avec cœur son travail. Et la relecture concernée est un outil fondamental pour ça. Mais comme tu dis, le fait que dans les milieux concernés tout le monde soit pas d'accord n'est pas un prétexte pour faire n'importe quoi. De la même manière que quelqu'un qui n'est pas concerné par une certaine problématique a forcément tort sur les problématiques qu'il ou elle va traiter. Le fait est qu'il faut faire son travail avec cœur et empathie et que derrière on est dans de l'art, donc forcément, il y aura potentiellement une dialectique, forcément, il y aura un retour. Et je pense que c'est important aussi, pour essayer de faire les choses correctement, de faire le deuil de cet idéal de perfection, de faire le deuil de cet idéal d'immunité et de déminage. De toute façon, c'est pas la finalité, en fait. La finalité, justement, c'est la justesse et la justice. Et derrière aussi, cette idée de on peut plus rien dire. Poditoire, vous savez peut-être que perso, je suis un grand fan de l'attitude kafkaïenne que le livre doit être la hache qui fend la mer gelée en nous, c'est-à-dire qui nous pousse à réfléchir, etc. À partir du moment où la relecture concernée vise à donner plus de justesse et de justice à des problématiques vécues par des personnes qui sont concernées, nous allons au-delà de la zone de confort. Et à partir du moment où nous allons de la zone de confort et nous laissons une part plus juste à la diversité de manière générale, nous allons justement au-delà du lissage et de l'uniformisation de la voix des auteurs et autrices. La relecture concernée est totalement Kafka compatible. Et au contraire, elle va dans ce sens-là. Elle va dans le sens d'aller nous amener au-delà et bien loin et donc dire on peut plus rien dire et on lisse. Mais c'est exactement le fucking inverse, en fait, justement. C'est nous amener au-delà de nos zones de confort, au-delà du ronron de la norme. Et cette idée comme quoi ça lisserait la voix des auteurs et autrices, moi, me renchèvre. J'ai déjà la barbiche pour le prouver, parce que justement, c'est une contradiction dans les termes. On va au-delà justement du ronron, on va au-delà de la norme, on va au-delà du confort. Est-ce que c'est pas justement tout ça qu'on aime et qu'on veut faire? Rassurez-vous, camarades mâles blancs cisettes, la voix des mâles blancs cisettes est toujours présente, et même si vous ne voulez lire absolument que ça, je vous rassure, vous avez des siècles et des siècles de bouquins que vous pouvez lire et vous n'arriverez jamais à écluser tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de danger. Le seul danger, justement, au contraire, c'est l'enfermement. Sortez, mes amis, sortez de votre zone de confort. Il y a un monde dehors qui est merveilleux et qui va forcément vous renvoyer des miroirs que vous n'avez peut-être pas forcément envie de voir, mais je vous assure, ça va vous faire du bien à terme. Et il y a deux choses là-dessus. C'est à la fois sur les grandes problématiques littéraires avec lesquelles Lionel nous a reconnectés et a raison. C'est aussi, pour moi, un roman, c'est une partie d'une conversation, en fait. Et donc, dans une conversation, on dialogue avec les lecteurs, avec les autres auteurs, avec tout ça. Et c'est pas chercher à avoir raison, chercher à amener le truc définitif. On est une conversation avec les auteurs qui nous ont précédés, avec ceux qui vont venir après et qui iront probablement plus loin que nous. J'espère vraiment. Les jeunes, là, je vous fais confiance, allez plus loin que nous. Et voilà. Mais les lecteurs aussi, ils discutent des livres. Enfin, on discute tous des livres. On a tous des visions différentes des livres. CF Moby Dick à l'épisode précédent. Donc ça, c'est aussi, mine de rien, ça rentre dans une attitude globale par rapport au livre, sortir de sa zone de confort, etc.
2, 3 autres choses aussi. Ça doit pas nous empêcher d'interroger les ténèbres qui sont en nous. Et par exemple, il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup plus voir de la part donc des auteurs mecs, blancs, valides, hétéros, cisgenres mentionnés ci-dessus. Je vois encore peu de livres d'auteurs hommes, par exemple, qui prennent à bras le corps la masculinité toxique, qui parlent de masculinisme. Il y en a peu. Les mecs qui ont encore du travail, faites-le aussi, quoi. Vraiment, s'il vous plaît. Voilà, parce qu'en plus, vous pouvez en parler avec un éclairage que moi, j'ai pas. Donc ça, c'est cool. Et puis, encore une fois, pas oublier le monde concret. Par exemple, donc quand on parle de validisme, c'est super cool d'avoir des relecteurs handi pour ces livres. Maintenant, ça serait bien aussi qu'on ait plus d'avis, justement. Là, je pense que Mélanie saura beaucoup mieux en parler que moi, mais de comment rendre les festivals littéraires plus accessibles. Donc, aux handicaps divers, aux gens neuroatypiques, etc. Et là aussi, il y a des gens à écouter. C'est pas que dans les livres, en fait, qu'il faut écouter les gens concernés pour avoir un milieu littéraire global qui avance. Parce que les livres, c'est aussi le milieu qui permet de les faire et qui est très concret. Mélanie, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Non, du tout. Moi, ayant entre guillemets disparu des salons et festivals pendant quelques années et revenant avec maintenant en plus une réflexion sur le handicap que j'avais pas avant mon diagnostic de TSA, j'ai constaté qu'il commence à y avoir justement une prise de conscience de ça, et notamment des salles de calme, des salles de silence que j'ai vues dans plusieurs salons ou festivals, et qui sont des choses qui n'existaient pas à une époque, et qui... voilà, ça peut paraître un tout petit détail, mais avoir la possibilité d'avoir une salle où on sait qu'on peut déconnecter totalement et recharger ses batteries quand on est envahi par le bruit, voilà, c'est le genre de choses qu'on voudrait voir se généraliser. Donc oui, je suis d'accord à 100 et 200%. Je voulais juste ajouter, ce serait cool de créer un label Kafka Approved. Petite citation pour terminer. Alors, citation de, j'espère ne pas écorcher le nom, Mohsin Hamid. L'empathie, c'est trouver des échos d'autrui en soi. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.